Lionel Jospin a retrouvé le sourire. La querelle avec Laurent Fabius a semble-t-il pris fin. Il nous dira comment et pourquoi dans ce journal. Christine Villemain fait la grève de la faim. La mère du petit Grégory inculpé et emprisonné à Metz pour l'assassinat de son fils proteste ainsi contre la décision du juge Lambert. Chacune son tour. Chris Evert-Lloyd avait gagné à Roland-Garros. Martina Navratilova a été meilleure à Wimbledon. Bernard Hinault en jaune ce soir, c'est la couleur qu'il préfère et il fera tout pour garder ce maillot jusqu'à la fin. Bonsoir. Un coup de chapeau pour commencer, un coup de chapeau à l'homme du jour, Bernard Hinault, qui n'a pas déçu ses admirateurs. En 75 km à peine, dans une course effrénée contre la montre, Bernard Hinault a non seulement rattrapé le retard qu'il avait sur ses concurrents au classement général, mais il s'est littéralement envolé. Il reprend ainsi le maillot jaune. Une belle image, nous voulions vous la montrer. Nous y reviendrons tout à l'heure. En politique, ce sont deux hommes qui ont tenu la vedette aujourd'hui, Laurent Fabius et Lionel Jospin. Ils s'étaient querellés récemment, ils n'avaient pas la même conception sur le rôle du Parti socialiste pendant et après la campagne électorale. Ils se sont, nous dit-on, réconciliés. Réconciliation apparente ou réelle? Lionel Jospin nous le dira dans quelques instants en direct, il est notre invité ce soir. Mais avant de le retrouver, le reportage de Dominique Laury sur la réunion du comité directeur que le premier secrétaire du parti avait prise à témoin. Si depuis une quinzaine de jours on ne parlait que du conflit Jospin-Fabius, aujourd'hui tout semblerait réglé. C'est du moins l'impression qui prévaut dans ce comité directeur. Les problèmes sont derrière nous, affirme Lionel Jospin. Il y a eu dramatisation alors qu'il y avait simplement interrogation, dit un de ses lieutenants. Le duel Jospin-Fabius, un fantasme des médias, ajoute avec humour un membre du CRS. Et pour confirmer la fin du malaise, la résolution annonce que la campagne électorale sera lancée par un grand meeting tenu en commun par le premier secrétaire et le premier ministre, un symbole. Toutes les interventions de ce matin ont été toutes convergentes, c'est-à-dire pour resituer la place respective de chacun, et le Premier ministre et le Premier secrétaire. Popren était dans la même tonalité, tout en posant les problèmes stratégiques qui sont posés. La résolution finale vient à l'instant même d'être votée à l'unanimité, moins 5 refus de vote. Second débat, la composition des listes électorales en fonction de la représentativité de chaque courant. Mais dans certaines circonscriptions, ces listes seront élargies à des personnalités proches du PS. Exemple, Olivier Stirn, centriste de gauche, serait second dans le Calvados. Et sur la composition de ces listes, les interventions sont nombreuses et le débat est loin d'être terminé. Les dirigeants du Parti socialiste attendaient Laurent Fabius, attendent déçus. Le Premier ministre n'avait pas voulu manquer un rendez-vous pris avec les jeunes européens à Strasbourg, 1500 jeunes représentant les 21 pays du Conseil de l'Europe. Laurent Fabius les a invités à faire pression sur leur gouvernement pour accélérer la construction de l'Europe. Nous allons retrouver Lionel Jospin, donc en direct du comité directeur du Parti socialiste. Monsieur Jospin, bonsoir. Bonsoir. Vous regrettez l'absence de Laurent Fabius ? Non, je la regrette, oui, parce qu'il aurait été le bienvenu parmi nous, mais je ne crois pas qu'il y ait eu une attente déçue, car tout le comité directeur savait que Laurent Fabius ne pouvait pas venir aujourd'hui, compte tenu de ses engagements. Monsieur Jospin, vous ne démissionnez plus, vous êtes toujours premier secrétaire du parti. Eh bien, je crois que oui, la question n'a pas semblé se poser aujourd'hui. Alors vous affirmez que tout est réglé, de quelle manière et dans quelles conditions? Je pense que il y avait des hésitations qui s'étaient créées, au moins dans l'opinion et chez les commentateurs, sur la façon dont nous devions aborder la campagne. Et je pense que tout le monde est conscient, que ce soit au gouvernement ou dans le parti, sur le fait qu'il faudra que le Parti socialiste mène une campagne vivante, très ouverte vers l'extérieur, vers d'autres forces et surtout vers les gens, vers les Français et les Françaises, mais qu'en même temps, on ne pourra bien mener cette campagne qu'en s'efforçant de rassembler autour du Parti socialiste. Mais qui conduira la campagne législative? Je pense que le problème n'est pas de savoir qui conduit, je crois que chacun nous aurons un rôle à jouer. Il est évident que le Premier ministre et la personnalité qu'est Laurent Fabius est un atout dont nous ne devons pas nous priver et qu'il aura un rôle éminent, important dans la campagne. Monsieur Jospin, le problème est semble-t-il résolu pour l'instant, mais il peut se poser après les législatives si l'opposition gagne. Que fera, à votre avis, que devra faire le Parti socialiste? Entrer dans l'opposition? Laissez-moi ajouter que le premier secrétaire du Parti socialiste et les dirigeants du Parti socialiste devront
eux aussi être pleinement présents dans la campagne, parce qu'une campagne électorale, c'est bien l'occasion pour les partis politiques de débattre et de s'affirmer. Après 86, nous n'y sommes pas encore. Le problème est de préparer 86. Oui, je voudrais vous demander, parce que dans les couloirs, on parlait beaucoup plus d'un autre conflit. Vous savez, un débat peut en cacher un autre, et on parlait beaucoup des difficultés que vous avez à propos de la constitution des listes électorales en fonction des courants. Moi, je n'ai pas de difficulté personnellement. D'ailleurs, si l'on ne pouvait pas essayer de rapprocher les points de vue en haut, eh bien, on déciderait en bas, dans les fédérations. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, chacun des responsables du Parti socialiste veut faire l'effort d'essayer de dégager, par nos discussions, un accord national. Parce que si tout est décidé dans les fédérations, ce sera peut-être plus difficile d'être assuré que les femmes seront suffisamment présentes sur la liste. Ce sera peut-être plus difficile de faire une place aux personnalités extérieures. On a parlé de M. Stirn tout à l'heure, mais on peut aussi penser à Mme Bouchardot, ou on peut penser à tel ancien communiste, si vous voulez, qui serait représentatif, un petit peu vers le centre avec M. Stirn, vers la gauche avec par exemple un ancien communiste, de la capacité du Parti socialiste de s'ouvrir et de rassembler. Et ça, on ne peut le faire que si la direction nationale dit aux militants et aux fédérations, bah, écoutez, là, acceptez de vous serrer un peu et faites une place à une de ces personnalités. Comment expliquez-vous que vous faites tout de même certains mécontents, et notamment dans les courants minoritaires? On a l'impression qu'il n'y a que les mitterrandistes qui sont contents. Non, les mitterrandistes... ils ne sont pas mécontents. Ils sont contents. Oui, mais ils savent qu'ils ont encore un effort à faire pour qu'on essaie de trouver un certain équilibre. Au fond, j'ai un peu l'impression que chacun se dit, bon ben nous avions telle proportion dans l'ancien groupe parlementaire, si nous pouvions la retrouver, ce serait bien. Et comme nous sommes les plus nombreux, en quantité et en pourcentage, c'est vrai que nous avons un effort plus grand à faire, mais nous sommes en train de le faire, oui. Monsieur Jospin, je reviens sur le problème de fond. Pierre Mauroy exclut toute alliance avec les partis de droite après 86. Vous-même, vous souhaitez que le Parti socialiste entre dans l'opposition si la droite gagne. Est-ce que ce n'est pas une manière de gêner François Mitterrand? Comment pourra-t-il présider le pays avec une opposition majoritaire si le Parti socialiste est lui-même dans l'opposition? Mais je crois que vous confondez deux choses, qui est ce que j'appellerais le respect des institutions. S'il y avait un président et une majorité parlementaire de caractère différent, le François Mitterrand rappelle qu'il veut que les institutions soient respectées, poursuivre son mandat jusqu'à son terme, et les accords politiques ou les compromissions politiques. Être dans l'opposition, dans cette hypothèse, ce n'est pas être dans l'opposition à François Mitterrand, ce serait être dans l'opposition à un gouvernement conservateur, mais la meilleure méthode et la meilleure solution, c'est que effectivement nous gagnions les élections. Et qu'en tout cas le Parti socialiste reste la force motrice et la force qui peut entraîner sur ses positions. Moi je crois qu'en 1986, quand il n'y aura plus seulement un vote de mécontentement, d'insatisfaction, de déception à exprimer pour les Français, mais à choisir entre une politique certes rigoureuse, mais qui se fixe des objectifs de progrès et qui ménage sur le plan social la population, et une politique très réactionnaire, inspirée finalement, comme le disait M. Le Pen hier, par ses propres idées qui pénètrent la droite classique, les Français peuvent faire un choix différent de celui que tout le monde prophétise pour le moment. Avant 1981, on nous promettait aussi à l'insuccès, et puis nous avons renversé le sort contraire. Je crois que cela est possible à faire en 86. Monsieur Jospin, une dernière question. Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Raymond Barre, qui s'étaient eux-mêmes querellés, avaient accepté de poser ensemble devant les photographes à la Convention libérale. Or, la réconciliation entre vous-même et Laurent Fabius est plutôt discrète. Allez-vous rencontrer publiquement, devant les caméras, Laurent Fabius? Il y a une différence profonde entre ce qui se passe dans les partis de droite et entre ces personnalités et nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin de poser devant les photographes parce que depuis des années, depuis que Laurent Fabius est Premier ministre, et même encore dans toute cette période où on a brodé sur une querelle qui ne concernait pas deux hommes, mais qui posait des questions de principe, nous avons continué à nous voir régulièrement pour travailler. Moi, je vois Laurent Fabius pour travailler 2 fois par semaine, et parfois plus. J'ai continué à le faire les semaines dernières, et je vais continuer à le faire. Et hier encore. Et hier encore, vous l'avez vu? Oui, hier encore, oui. Hier encore, et puis j'ai des rendez-vous déjà pour la semaine prochaine avec lui pour le travail. Donc, nous ne posons pas pour des photos de famille désunies. Nous sommes une famille qui accepte de discuter ses problèmes, qui les pose, et qui, en les posant, les résout. C'est ça, la démocratie, c'est ça, une formation politique vivante. Monsieur Jospin, merci. Je vous en prie. Bonsoir. Une bonne nouvelle pour les hommes politiques, pour tous les hommes politiques, c'est plutôt rare, leur cote de popularité est en hausse. Un sondage IFOP, publié par le journal du dimanche, le révèle.
François Mitterrand, Laurent Fabius, Raymond Barre, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing et Simone Veil gagnent des points. Je vous prie de m'excuser. Merci. Une indication de nos camarades à la régie pour nous indiquer que le reportage sur Épinal et sur l'épange est prêt. Nous allons donc parler de Christine Villemain qui fait la grève de la faim. La mère du petit Grégory, inculpé et emprisonné pour l'assassinat de son fils, proteste ainsi contre la décision du juge Lambert. Une décision que Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, ne comprend pas. Emprisonné lui aussi pour le meurtre de Bernard Laroche, Jean-Marie Villemain ne veut pas croire à la culpabilité de sa femme. Ce n'est pas possible, a-t-il dit à Maître Garot, qui a rapporté ses propos. Le juge ne nous a pas compris. Je continue de faire confiance à ma femme. Mais le juge Lambert est, semble-t-il, sûr de son fait. Les présomptions, à défaut de preuves, sont lourdes. Quelles sont-elles? Le reportage précisément de Marcel Tria et Thierry Mény. Une mère capable de tuer son enfant de 4 ans avec préméditation, c'est la thèse des enquêteurs de la police judiciaire de Nancy. L'inculpation de Christine Villemain, hier après-midi à Épinal, suppose que le juge Lambert penche maintenant lui aussi pour cette thèse. Une inculpation qui ne signifie en rien pour l'instant que la mère de Grégory soit réellement coupable, mais qui s'appuie, en l'absence de toute preuve formelle, sur un troublant faisceau de présomption. 16 octobre 1984, 16h50, Christine Villemain quitte son travail au centre de l'Épange. Elle devrait partir dans cette direction pour passer prendre son fils chez la nourrice. D'après une collègue de travail, elle part en sens inverse. Quelques minutes plus tard, 3 autres collègues affirment l'avoir vu poster une lettre ici. C'est l'heure où le corbeau expédie la sienne, annonçant à l'avance la mort de Grégory. Après avoir récupéré son fils chez la nourrice, Christine Villemain prétend être rentrée directement chez elle. Il est 17h03. Elle laisse l'enfant jouer sur ce tas de gravier. Elle s'enferme dans la maison pour repasser. Un témoin qui se promène à pied avec son chien, M. Bernard Collin, affirme qu'il a bien été dépassé par la voiture noire de Christine, mais lorsqu'il est parvenu devant la maison quelques minutes plus tard, Grégory n'était pas dans la cour. Même constatation pour Madame Claudon, qui va chercher son troupeau vers 17h15 et ne remarque ni Grégory, ni la voiture de l'éventuel ravisseur de l'enfant. En descendant, j'ai eu personne vu. J'ai personne vu, puis remontant à la sortie pour me demander si j'avais vu Grégory. Donc vous n'avez pas vu l'enfant? Non. Et vous n'avez pas croisé de voiture? Non. Ben, oui, bien quand même, vous sortez votre troupeau, il faudrait bien venir juste qu'elle passe juste. Elle aurait bien été obligée d'arrêter aussi, hein. Ouais. Oui. Et puis j'ai reparti avec mon troupeau, alors elle m'a demandé si j'avais vu Grégory, j'ai dit non. Il y a aussi les experts et les contre-experts en graphologie. Pour eux, peu de doute, l'écriture de Christine est celle qui se rapproche le plus de celle du corbeau. Autre expertise, celle des chimistes. D'après leur rapport, la cordelette qui retenait le chenot de la maison des Villemain et celle qui ligotait le corps de l'enfant sont sans doute issues de la même pelote. Des éléments troublants, sans aucun doute. Mais d'un autre côté, la thèse soutenue par les enquêteurs de la PJ de Nancy, qui accable Christine Villemain, pose elle aussi de nombreuses questions. D'après les policiers, en l'espace d'une demi-heure environ, Christine Villemain aurait quitté son travail, serait allée poster la lettre annonçant le crime. Puis elle aurait récupéré l'enfant chez sa nourrice, elle l'aurait ensuite ligoté, après l'avoir drogué, elle serait venue ici, près de Dossel, le jeter dans cette rivière, avant de remonter chez elle, à plusieurs kilomètres de là, et de donner l'alerte. Un scénario qui suppose une détermination, une rapidité d'exécution, une préméditation hors du commun et un mobile d'une rare violence. Pour le juge Lambert, l'inculpation de Christine Villemain, ce n'est peut-être qu'un début, le début d'une plongée au fond de la folie. Les policiers ont retrouvé les véhicules des gangsters qui ont attaqué hier près de Cannes le fourgon de transport de fonds de la société Protecval. Mais les malfaiteurs restent introuvables, des malfaiteurs redoutables qui ont délaissé le pistolet pour une autre arme, encore plus efficace, la mine magnétique. Ils n'hésitent plus ainsi à utiliser du matériel militaire pour voler de l'argent. Jérôme Bonny. Quelques coupures oubliées, signe de la précipitation avec laquelle les gangsters ont agi. En même temps, ils n'avaient pas froid aux yeux, ces gangsters. C'est devant des dizaines d'automobilistes médusés qu'ils ont opéré hier sur l'autoroute près de Cannes. À 19h30, le fourgon blindé de la société Protecval est encadré. Devant, une camionnette J5, derrière, une Range Rover. Soudain, une explosion. Un épais nuage de fumée noire qui, en se dissipant, laisse apparaître 3 gangsters couverts de cagoules. Ils font feu à la mitraillette sur les 3 convoyeurs qui s'effondrent, l'un d'eux assez grièvement atteint à la colonne vertébrale.
Les gangsters transvasent alors les sacs de billets dans leurs véhicules. Environ 1 million de francs collectés dans plusieurs commerces et grandes surfaces du littoral. Dans les portières arrière, le trou béant laissé par l'explosif doté d'un aimant appliqué en roulant contre le fourgon. Les deux véhicules des gangsters, la Range Rover et la camionnette J5, ont été retrouvés abandonnés en plein Cannes. Mais les policiers de Nice disposent de peu d'indices. Ils sont à la recherche des nombreux automobilistes, témoins des faits, qui ne se sont pas manifestés. Pourtant, l'attaque d'hier rappelle étrangement celle du 31 mai dernier au nord de Marseille. Un fourgon de la même société avait été pulvérisé, ainsi que son contenu, par une charge explosive également dotée d'un aimant. Selon la police, les gangsters avaient été surpris eux-mêmes par la violence de l'explosion. Alors, était-ce le coup d'essai du même gang qui aurait opéré hier avec une charge mieux calibrée? La société Protecval, filiale de la Brinks, a été agressée 9 fois depuis le début de l'année, de quoi inquiéter sérieusement ses clients, mais aussi son assureur, la Lloyds de Londres. Les victimes des accidents de la route seront désormais indemnisées plus rapidement et dans de meilleures conditions. Le journal officiel publie aujourd'hui la loi Badinter qui va permettre aux piétons, aux cyclistes ou aux passagers blessés au cours d'un accident de la circulation de ne pas être oubliés. Pascal Guimier. L'an passé, plus de 200 000 accidents de la route, 11 684 tués, des centaines de milliers de blessés, pour 45% d'entre eux, piétons, cyclistes et passagers. Beaucoup de procès à la clé, l'objet du litige, l'indemnisation des victimes. Grâce à la nouvelle loi, celle-ci sera désormais automatique et à 100% pour les usagers les plus vulnérables, les moins de 16 ans et les plus de 70 ans. Une grande innovation, les victimes seront indemnisées même si elles portent une part de responsabilité dans l'accident. Seule exception à cette règle, une faute intentionnelle. Les victimes seront indemnisées dans les 8 mois suivant l'accident. Jusqu'ici, elles devaient souvent patienter 2 ou 3 ans. Ce sont les compagnies d'assurance qui devront payer. Dernier détail qui a son importance, les primes n'augmenteront pas pour autant. 15 morts et une centaine de blessés. C'est le bilan de la tentative de coup d'État qui s'est produite en Guinée dans la nuit de jeudi à vendredi. Le calme est revenu aujourd'hui à Conakry. Le président Conte a gardé le pouvoir et menace d'une sanction très sévère l'homme qui a tenté de le renverser, le colonel Diarra Traoré, ancien Premier ministre. S'il le retrouve, l'instigateur du coup d'État a réussi à prendre la fuite. On ne compte plus aujourd'hui les alertes à la bombe qui obligent les pilotes à se poser sur un aéroport de fortune. Le Boeing 747 de la compagnie jordanienne Alia, qui allait de New York à Vienne en Autriche, a été ainsi dérouté cet après-midi sur l'aéroport militaire de Landivisiau dans le Finistère. Les 192 passagers et les 6 membres de l'équipage ont quitté l'appareil, immobilisés en bout de piste et fouillés par les services de sécurité. Les miliciens chiites du mouvement Hamal sont de plus en plus nerveux au Liban. Ils ont encerclé plusieurs camps palestiniens dont les habitants ne peuvent pas circuler. Les médecins étrangers qui travaillent dans ces camps ont été eux-mêmes visés par des tirs jeudi soir. À Wimbledon, en Angleterre, les championnes de tennis se sont laissées moins facilement détrôner que les champions. Les spectateurs ont eu droit à la énième finale entre Navratilova et Lloyd. C'est Martina qui a gagné cette fois et qui a pris sa revanche après Roland-Garros. Ils assisteront en revanche demain à une finale inédite entre l'Américain Curran, qui avait éliminé McEnroe et Connors, et l'Allemand de l'Ouest, Boris Becker, qui lui avait écarté Lecomte et Jarry. Francis Maroto. Martina Navratilova souriante, elle a ajouté un 12e titre du Grand Chelem à son palmarès en battant Chris Evert-Floyd en 3-7, 4-6, 6-3, 6-2. Depuis Roland-Garros, elle avait un revers à effacer face à Chris Evert-Floyd, dont les retours de service l'ont gêné tout au long de la rencontre. Navratilova a pourtant retrouvé ses enchaînements en service volé qui lui ont permis d'accumuler les points jusqu'à cette 34e victoire sur sa compatriote. La balle de match. Une telle qualité de tennis mérite une révérence et ce jeune gamin blond qui regarde curieux ne nous contredira pas.
En fait, il s'agit de Boris Becker que l'on retrouve ici au cours de sa demi-finale victorieuse face au Suédois Anders Jarrid. Excellent serveur et bon volleyeur, l'Allemand l'emportera en 4-7, 2-6, 7-6, 6-3, 6-3. Demain, face à Kevin Curren, Boris Becker sera le plus jeune finaliste des internationaux de Grande-Bretagne. Il a 17 ans. Grand Prix de France au Castellet demain. Il s'agit de Formule 1. Keke Rosberg partira le premier sur Williams. Mais tous les autres pilotes, à commencer par Prost, se méfieront de notre homme, Michele Alboreto, qui règne avec sa Ferrari sur tous les circuits du monde. Sa tournée récente aux États-Unis l'a encore montré. Nous rejoignons Dominique Leglou et Gérard Derlet au Castellet. Fantastique tournée américaine pour les pilotes Ferrari qui montaient 2 fois sur le podium. Michele Alboreto gagne au Canada, finit 3e à Détroit. Et Stefan Johansson accroche de 2e place. Résultat, après 6 grands prix disputés, Ferrari a 14 points d'avance sur Lotus. 22 sur McLaren au championnat du monde des constructeurs. Pourtant, chez Ferrari, on se refuse à crier victoire. Dans la Formule 1, la loi, c'est de penser à l'avenir et pas tellement au passé. Donc les problèmes qui nous attendent plutôt que les satisfactions qu'on a eues. Est-ce que vous avez l'impression que le Castellet va marquer une rupture dans la saison? Et chaque championnat, il connaît au moins 2 ou 3 phases séparées, différentes. Et effectivement, avec les Castellets, avec le retour en Europe avec les courses américaines, on va trouver un cadre technique, sportif assez différent. Et il faudra voir comment chaque équipe va réagir en conséquence. Exemple concret, Alboreto, hier aux premiers essais qualificatifs, ne réussit que le 11e temps. Un problème de tenue de route aggravé par un manque de fiabilité du moteur. En 24 heures, tout est réparé. Alboreto réussit le 3e temps définitif. Une nouvelle fois, Ferrari se place. Depuis 1953, jamais un Italien n'a été champion du monde sur une Ferrari. Cette fois, le rêve prend forme. C'est un objectif, il ne faudrait pas qu'il soit un rêve, il ne faut pas qu'il devienne un cauchemar. Ferrari est une grande famille. Et Michele Alboreto trouve conseil chez tous ceux qui jadis ont piloté une Ferrari. Il explique à Claire Regazzoni que pour l'instant ses objectifs sont à très court terme, course après course. Pour gagner le championnat du monde, c'est nécessaire de gagner beaucoup de grands prix. J'espère de gagner le plus de courses possible. Quel est l'homme que vous redoutez le plus? C'est la voiture que vous redoutez le plus à partir de maintenant? Je crois que ce sera Prost et McLaren. Alboreto ne se trompe pas, malgré leur début de saison difficile. Les McLaren, qui avaient outrageusement dominé l'an dernier, sont en fait toujours en course avec Alain Prost. Si j'avais pas été déclassé Imola, je pense que déjà j'aurais 3 victoires en 6 courses et j'aurais 31 points. Peut-être que vous m'auriez posé la question un peu différemment. Donc tout ça c'est la Formule 1, c'est les circonstances. Actuellement on a passé une période très difficile, complètement défavorable. Mais je crois que ça revient bien et on a quand même beaucoup d'espoir. Étrange coïncidence, Alboreto et Prost, les sages, se retrouveront ensemble sur la 2e ligne de la grille de départ, derrière les 2 plus rapides du peloton, le Brésilien Ayrton Senna sur Lotus et Keke Rosberg, le Finlandais, sur Williams Honda, auteur du meilleur temps. Voilà qui promet un passionnant départ. Il s'appelle Bernard Hinault, il avait lui disparu des circuits pendant plusieurs mois, on l'avait presque oublié, mais il revient, et très fort. Il porte ce soir le maillot jaune grâce à sa performance dans la course contre la montre entre Sarrebourg et Strasbourg. Marc Maisonneuve. Sean Kelly, maillot rouge au second plan, ne s'est pas assez méfié de Bernard Hinault. Il ne s'attendait sûrement pas à ce qu'Hinault le double dans ce contre-la-montre individuel et le distance de 2 minutes 54 secondes à l'arrivée. Hinault utilisait pour l'occasion un casque profilé et un vélo spécial dont la particularité est d'être muni d'une nouvelle roue arrière dite paraculaire. Elle permet de monter des boyaux de section plus fines qui s'adaptent parfaitement au bord de jambes plats. Andersen, grand perdant de l'étape, se retrouve 22e. Hinault, parfait de maîtrise, avec 2 minutes et 20 secondes d'avance sur son second, Stephen Roche, remporte l'étape. Endossant le maillot jaune avec 2 minutes et 32 secondes d'avance au général sur son équipier Lemond, il peut désormais être serein. Classement de l'étape, Bernard Hinault, Stephen Roche, Charles Mottet, Greg Lemond et Pierre Bazzo. Au classement général, Bernard Hinault endosse le maillot jaune, suivi de Greg Lemond, Sean Kelly, Steve Bauer et Phil Anderson.
Marc Pajot est malheureux. Son bateau Elf Aquitaine, barré par Jean Morel, s'est retourné hier en baie de la Baule, dans la Loire-Atlantique. L'équipage est sain et sauf, mais le mât du catamaran est détruit, les équipements électroniques également, et sa participation à la course de l'Europe, prévue pour le 7 août prochain, paraît bien compromise. 10, 5, 16, c'est le résultat du tiercé d'Evry cet après-midi. Il rapporte, vous le voyez dans l'ordre, pour 5 francs, 2967 francs et 50 centimes. Dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 593 francs et 50 centimes. Si vous voulez gagner encore plus d'argent, écoutez les pronostics de Lionel Obadia pour le handicap de Saint-Cloud demain à Saint-Cloud. C'est le handicap de Saint-Cloud disputé sur la longue distance de 2800 mètres qui a été retenu. 18 numéros sur la liste, mais 17 partants seulement, car le numéro 1, Petit Montmorency, ne sera pas au départ. Nombreux sont les vainqueurs possibles, parmi eux Sacré Royal, le numéro 6, qui bénéficie de la confiance de son jockey Freddy Head. Oui, c'est un cheval excessivement froid, qui a beaucoup de fond. La distance lui conviendra parfaitement, et bon, il faut un petit peu de chance dans ces courses-là. C'est un cheval très froid qu'il faut monter tout le temps. Bon, pour vous, il sera à l'arrivée? Normalement, il devrait être à l'arrivée, oui. Il sera à l'arrivée, ce Sacré Royal, le numéro 6. Nous lui opposerons Tidaro, le 8, Abrégé, le 9, Récupéré Son, le 16, Girouet, le 5, Prince Cody, le 3, North Shea, le 15, Marie 4, le 14. 6, 8, 9, 16, 5, 3, 15 et 14. Attention, je vous rappelle que le 1, Petit Montmorency, est non partant. Pierre Caru quitte la direction du PMU qu'il assumait depuis 20 ans. Le départ du fils du fondateur du tiercé est lié aux difficultés financières que le PMU connaissait. La dernière page de ce journal est toute bleue. C'est la couleur du ciel que l'on verra sans doute demain, Laurent Boussier. Et oui, et le beau temps s'installe enfin pour quelques jours sur la France. Alors je n'ai pas de définition sous les yeux exacte du beau temps, mais ce qui est sûr, c'est qu'il fera beau et chaud. Alors on va quand même jeter un coup d'œil à la photo satellite sur laquelle trône un magnifique anticyclone. Regardez, voilà l'anticyclone qui est sur l'Atlantique et sur l'Espagne. Il va obliger toutes les perturbations et les nuages qui sont sur l'Atlantique à remonter plus au nord, épargnant ainsi la France. Les nuages qui étaient aujourd'hui encore sur l'est du pays, eux, s'éloignent vers l'est, ce qui nous donne une carte du temps prévue pour demain absolument simple et claire. Du soleil, du soleil, du soleil, nous allons la voir dans quelques instants si elles arrivent, du soleil partout, ce qui va faciliter le bronzage intensif sur les côtes du pays. À noter quand même que nos frontières jouent un rôle très important. Regardez, il y a quelques nuages sur le sud de l'Angleterre, il y a encore des nuages sur l'Allemagne et sur la Suisse, et puis il y a de nouveau des nuages sur l'Espagne. Tous ces nuages épargnent la France, c'est bien, les frontières jouent leur rôle, c'est tout à fait normal. Côté température, elles sont tout à fait conformes aux normales saisonnières, de 20 à 22, 24, 26 degrés sur la moitié nord, 24 degrés à Paris, température tout à fait normale, et de 25 à 32 degrés par contre sur la moitié sud, 32 degrés à Perpignan qui sera demain encore la ville la plus douce de France. On va maintenant regarder notre agenda comme tous les soirs. Voilà, demain c'est le dimanche 7 juillet, le soleil se lève à 5h57, se couche à 21h53 et c'est la Saint-Raoul. Et puis je voudrais vous proposer une image tout à fait intéressante, une image prise par un photographe amateur. Regardez, une tornade s'est abattue sur le nord des États-Unis, près de la région des Grands Lacs. Ça se passait hier sur le Michigan, où les vents soufflaient en rafale et en tornade à près de 150 km/h. Regardez ces images, elles sont assez impressionnantes. Elles nous ont été envoyées par un amateur du Michigan. Merci. Ce journal est terminé. Jean-Claude Alanic vous donnera d'autres informations ce soir à 23h. À demain. Bonsoir.